Alors, tout d'abord, Vues et Visions, c'est la première œuvre que Cahen a créée en collaboration avec Marcel Moore. Les poèmes avaient été publiés une première fois en 1914 dans Mercure de France, sans les images. Une édition qui m'intéresse donc aujourd'hui, c'est celle de 1919, qui avait été publiée chez Georges Cray et à laquelle on a ajouté les dessins de l'artiste peintre. Le recueil comprend 25 poèmes en prose conçus en diptyque, comme vous pouvez le voir avec cette image qui s'intitule « La réponse ». Ils sont encadrés par les dessins de Marcel Moore et répartis en 25 chapitres numérotés. Le sujet lyrique de la série de poèmes placés sur la page de gauche se situe en permanence au Croisic, petite ville portuaire située au bord de l'Atlantique. Quant au sujet lyrique de la seconde série, dont l'identité varie d'un poème à l'autre, comme le fait remarquer Andrea Aubert-Hubert dans son article, Claude Cahen, Marcel Moore, Lise de Harme and the Surrealist Book. Les sujets lyriques de cette seconde série, donc, relatent des observations similaires à celles leur faisant face sur la double page, mais transposées dans l'Antiquité ou à la Renaissance. Les illustrations de Moore ont été conçues en double version, comme les textes, et surplombent les doublets poétiques, demandant au lecteur un mode et un rythme particulier de lecture. Il doit osciller entre les dessins et les poèmes, entre le présent du sujet lyrique et le passé des personnages historiques convoqués, la spatialité des images, la temporalité des récits poétiques et l'espace de la page, concrétisant de ce fait un amalgame des formes et des genres, du visuel et du textuel. Ce que je propose de vous présenter aujourd'hui, c'est de voir comment le symbolisme a influencé Cahen dans l'écriture des textes, plus précisément la façon dont l'œuvre use de jeux de correspondance, de la figure de l'allusion et de l'image en mots afin de créer du sens et de vêtir l'idée d'une forme sensible. Ici, je reprends les mots de Jean Moréas, l'auteur du Manifeste du symbolisme. Alors, je vous donne un exemple des multiples jeux de correspondance mis à l'œuvre dans le recueil. Moi, je ne suis pas tellement habituée avec ça. Avec la flèche. Voilà. Dans la flaque d'eau et l'aigle marine, un jeu de synesthésie entre les perceptions auditives, visuelles et tactiles concrétise l'effet synergique de la mémoire et des sens. La poésie de Cahen fait surgir des nuances de couleurs qui résultent de consonances mystérieuses entre la sonorité des mots, les éléments décrits, donc les matières, les objets, les lieux et les références culturelles. Dans le poème de gauche, le phonème S de la métaphore « le ciel étendu de soie grise » lie les mots « océan »,« ciel »,« soie »,« sable » et « soleil » et crée un jeu associatif que les références à Neptune et à Phébus viennent appuyer. Alors, ces figures mythologiques romaines et grecques étant les dieux de la mer et du soleil, rappellent les couleurs et l'effet lumineux évoqués dans la phrase interrogative suivante que l'on retrouve dans les deux poèmes. Je cite Cahen. « Est-ce la mer aussi cette tache bleue, brillante et ronde, comme enchâssée dans le velours du sable? » J'ajouterai que la mémoire est sollicitée à nouveau dès le début de la lecture du second poème, puisque le titre fait référence à la couleur et à l'objet du même nom du texte précédent, l'aigle marine, tandis que la peau douce et dorée de l'enfant, toujours du poème placé à droite, résonne par le son S avec la soie du poème précédent. Un lien s'établit entre l'effet soyeux du tissu au contact de la peau et le velouté du sable gris-brun évoqué par le sujet lyrique du Croisic. Alors, on pourrait dire comme la mer qui semble enchâssée dans le velours du sable pour les deux jeux lyriques. Le jeu allitératif suggère une vision haptique des couleurs, comme si elles étaient imbriquées avec les formes, les sensations tactiles et les lieux décrits des deux espaces-temps convoqués. Alors, le jeu de correspondance, ici, lie le poème du Croisic
à celui de Rome, comme si c'était possible pour les sujets lyriques de chaque époque de traverser les limites du temps et de l'espace. Ainsi, ici je cite le dictionnaire des mythes littéraires, le mythe du double que les textes recréent, parce qu'ils sont conçus en diptyque, devient le moyen d'exprimer le contact par-delà le moi entre deux vies, entre deux cultures. La fin de la citation. La rencontre des cultures modernes et antiques, octroyant par le fait même le don de l'ubiquité au sujet lyrique. Alors, Vues et Visions s'inscrit dans la filiation de la production littéraire symboliste aussi, parce qu'elle recourt à plusieurs sortes d'allusions. Elle emploie des allusions mythologiques, entre autres dans le voile, où elle fait référence à Cypris, des allusions historiques, puisqu'elle mentionne le nom de plusieurs personnages connus, comme Néron dans Le jour de fête et Adrien dans Épitaphe. Elle renvoie également à des ouvrages littéraires dans Le baiser. Elle fait allusion aux Satyricons et aux Numismatiques. Dans la légende, à des contes païens. Dans l'Église et le Temple, les sujets lyriques mentionnent Platon. Finalement, l'œuvre renvoie aux arts en général, dans le peintre et le sculpteur, et crée des allusions picturales par le détour du motif de la fenêtre dans La Rêvée et de celui du miroir dans Ciselure. Alors, vous l'aurez compris, une myriade d'allusions émaillent les textes et les dessins, de sorte qu'ils usent judicieusement du mystère qui constitue le symbole. Ils suggèrent petit à petit ce qu'ils cherchent à décrire et à exprimer afin que le lecteur puisse le deviner. Pour Bernard Duprier, quand on a recours à la figure de l'allusion, on évoque une chose sans la dire explicitement, au moyen d'une autre qui y fait penser. Pour vous donner un aperçu du pouvoir évocateur de l'allusion dans Vues et Visions et de la façon dont les auteurs travaillent la figure, je vais prendre l'exemple du poème Le baiser. Alors, le baiser fait allusion aux fragments textuels illustrés dans le dessin adjacent au texte en évoquant le roman Le Satyricon de Pétrone et Les Numismatiques d'Aulusgélé, deux auteurs importants de l'Antiquité, sans les citer explicitement, mais en utilisant un procédé qui y fait penser. Alors, vous remarquez qu'il y a des signes linguistiques inscrits dans l'espace réservé au dessin. Celui qui suit un tracé rectiligne représente en réalité deux fragments textuels des ouvrages que je viens de mentionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux extraits présentent un certain nombre de points communs, tant sur le plan du fond que sur celui de la forme. D'abord, ce sont deux textes poétiques rédigés en vers, ayant pour thème le baiser. Ensuite, les sujets lyriques y décrivent des moments de plaisir charnel échangés avec l'être aimé, aboutissant dans un monde idéalisé à la communion des âmes. Et ils le font en utilisant pratiquement les mêmes termes. Les deux poèmes évoquent en effet le fantasme de la métempsychose. Les deux dernières phrases du poème Le baiser témoignent d'un souvenir surgissant comme une réminiscence du passé à l'esprit du sujet lyrique et rappellent les scènes décrites dans les textes antiques du dessin. Je cite Caïn. « Intrigué, je me lève et regarde. C'est un baiser d'amant. Deux ombres sont debout que je reconnais bien, enlacées dans l'union des lèvres et des âmes. » Alors, ce qu'il faut noter, c'est que l'image est réelle pour le sujet lyrique, puisqu'il la regarde et qu'il reconnaît les figurants. On peut dire que le tableau littéraire tiré des œuvres fictives de Pétrone et d'Aulusgélé, je ne sais même pas si je le prononce comme il faut, prend la forme d'une vue. Autrement dit, elle devient visible. Alors, ce qui est présenté comme existant pour le sujet lyrique est donné à voir comme une image au lecteur, comme un reflet des textes antiques. Le terme « ombre », utilisé pour décrire les amants, laisse sous-entendre d'un côté que ceux-ci se manifestent en prenant une apparence spectrale, conférant au texte une impression de mystère. D'un autre côté, le substantif permet de croire qu'un corps opaque se situe à proximité, interceptant la lumière et provoquant un ombrage, les amants.
Dans les deux cas, une image s'inscrit, à même les mots, pour illustrer des fragments textuels fictifs, les citations du Satyricon et des Numismatiques, pour ensuite les transformer en scènes réelles, aux yeux du jeu lyrique, attribuant ainsi aux mots une matérialité à l'allure quasi pygmalienne. Ce qui ressort de ces constats, c'est qu'un lien s'établit entre les images de Moore et les textes de Caïn. L'œuvre recourt à l'allusion pour entamer un dialogue entre le visuel et le textuel. Le dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la façon dont le symbolisme influence les textes littéraires pour faire image. L'écriture poétique de Caïn affiche un haut degré de picturalité, puisque des procédés empruntés aux arts visuels font des poèmes de Vision des écrits figuratifs. Alors, ils ont cette particularité de créer des effets tableaux, au sens où Liliane Louvel l'entend. Alors, je cite Louvel. « L'effet tableau est le résultat du surgissement dans le récit d'image-peinture, et il produit un effet de suggestion si fort que la peinture semble hanter le texte en l'absence même de toute référence directe, soit à la peinture en général, soit à un tableau en particulier. » Pour Louvel, comparativement à l'exphrasis, à la vue pittoresque, à l'hypotypose, au tableau vivant, à l'arrangement esthétique et à la description picturale, l'effet tableau est, et ici je la cite encore, est la forme la plus diluée, la plus subjective de l'inscription du pictural dans le texte. Les images que les poèmes cherchent à recréer, les visions, correspondent en tout point à cette catégorie de description picturale. Les éléments visuels, les composants sont de l'ordre de l'indice et de l'empreinte. Comme une brèche ouverte dans le blanc des mots, l'effet pictural dépend du point de vue du lecteur, libre de faire l'association ou pas, la transformation du textuel en visuel. Alors, ici, je cite à nouveau Liliane Louvel. Donc, la transformation du textuel en visuel a lieu au niveau de la réception lorsque le lecteur a soudain l'impression de voir un tableau ou encore des selles comme une référence à une école de peinture. C'est donc dire que l'effet tableau des textes de Caïn, comme l'allusion et les jeux de correspondance, subit l'influence du symbolisme puisque les éléments du pictural sont suggérés plutôt que décrits explicitement. Parmi les marqueurs du pictural qui magnifient l'expression de la subjectivité, l'utilisation de la couleur constitue l'un des plus opérants dans Vision. Comme François Leperlier le remarque, on est frappé par l'avantage donné au langage de la couleur, cette orgie de couleurs, ajoute-t-il, mais raffinée, comme à l'aquarelle ou au pastel. En raison de leur forme singulière, tous ces procédés, chacun à leur façon, engagent le lecteur à camper le rôle de co-créateur de l'œuvre. Les textes ne cherchent pas à rendre la couleur que voient les sujets lyriques avec exactitude, mais à transmettre des impressions à partir desquelles le lecteur va pouvoir construire ses propres visions colorées. Par moments, la poète va même jusqu'à contraindre son lectorat à effectuer un travail digne d'un coloriste. Les jeux de lumière, par exemple, étalent les couleurs des images en texte avec retenue, sans les nuancer. Au croisic, le jeu lyrique observe que la fine gaze du tamari est verte, l'océan et les yeux de la femme, qui figurent respectivement dans les poèmes de gauche et de droite, paraissent mauves. Alors, la description rudimentaire des couleurs permet au lecteur de nuancer, selon sa vision propre, les esquisses mi-littéraires, mi-figuratives. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la gamme de coloris qui habille certains éléments de l'un ou l'autre des tableaux vient de son double littéraire. Par exemple, la couleur rousse des coussins évoquée dans le poème imprimé à droite s'agence avec les différentes teintes de brun et d'orangé suggérées par le syntagme nominal, les feuilles mortes, de celui de gauche. Le parallélisme des séquences syntaxiques fait ressortir l'harmonie tonale entre les deux scènes. Le jeu d'écho lexical et syntaxique
tend à fusionner les deux images et à effectuer un dégradé de couleurs qui s'étend d'un espace-temps poétique à l'autre. Observé de face, ces visions colorées échappent à la vue. Les jeux de lumière sont perceptibles uniquement en posant un regard oblique sur ceux-ci par l'intermédiaire du poème opposé à l'autre. Ainsi, les deux représentations littéraires se confondent et forment un espace pictural complémentaire. Les jeux de couleurs entre transparence et opacité permettent la traversée des frontières spatio-temporelles, transformant le pli de la double page en une fenêtre sur un autre lieu et un autre temps. Alors, en résumé, ce que cette brève analyse du symbolisme dans Vues et Visions nous aura permis de constater, c'est que le principal objet de recherche de Claude Cahun et de Marcel Moore s'apparente à celui des poètes symbolistes. Le livre hybride cherche à créer des analogies, des correspondances entre les cultures modernes et antiques, entre le monde visible et le monde des sensations, des états d'âme et des idées, finalement entre écriture et art visuel. Ce qui ressort également, c'est que les frontières qui délimitent typographiquement le présent et le passé des poèmes, de même que les textes et les dessins, tendent à s'estomper en lisant et en regardant alternativement les vues et les visions. Alors, je vais terminer avec une citation de Georges Rodenbach qui décrit bien ce qu'est le symbolisme, mais en particulier la manière dont il a influencé le couple Cahun-Moore pour la conception de leur tout premier projet collaboratif. Alors, la poésie symboliste, c'est le rêve, les nuances, l'art qui voyage avec les nuages, qui apprivoise des reflets pour qui le réel n'est qu'un point de départ, et le papier lui-même, une fraise certitude blanche, douce et lancée dans des gouffres de mystère qui sont en haut et qui attirent. Merci. Voilà.